Cube Radio. Les Français, là, ils se font planter par Villeneuve. C'est qui, ça, Villeneuve? C'est qui, le petit Québécois, là? Je me souviens de ça toute ma vie. Là. Cette remarque, c'était celle de journalistes européens qui étaient présents au Grand Prix de Trois-Rivières et qui voient Gilles Villeneuve pour la première fois. Et ils ne seront pas les seuls à se poser cette question. Ça résume pas mal la réaction du milieu de la Formule 1 en 76, quand Gilles domine la Formule Atlantique, mais aussi en 77, lors de sa première course en Formule 1. Mais avant de goûter à la F1, Gilles doit d'abord compléter sa saison 76 et remporter le championnat. Le problème, il est privé de son principal commanditaire alors qu'il n'a jamais été aussi près du but. Bien qu'il mène le championnat de Formule Atlantique, il doit maintenant trouver de l'argent pour chacune des courses qu'il reste à faire. Gilles va-t-il frapper un mur ? Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Quatrième épisode, devenir Gilles Villeneuve. Précédemment, on a entendu son premier instructeur en course automobile nous expliquer comment le jeune Gilles Villeneuve était convaincu de son plan de carrière. Il lui avait annoncé qu'à sa première année en Formule Atlantique, il serait en apprentissage, qu'à la deuxième année, ça irait un peu mieux, et qu'à la troisième année, il allait dominer. C'est assez incroyable, mais il ne s'était pas trompé. En 1974, sa saison est difficile, avec peu de résultats et une jambe brisée. En 75, il signe sa première victoire, alors qu'il doit piloter et faire la mécanique de sa voiture en même temps. Et en 76, il domine la série et est en tête du championnat. Mais alors que toutes les planètes semblaient alignées, son commanditaire, la compagnie Skiroul, fait faillite. Pour Gilles, cet événement pourrait mettre un terme à son rêve de courir en Formule 1. Au milieu de la saison 76, Gilles Villeneuve est donc en tête du championnat de Formule Atlantique. Mais il doit se trouver un nouveau commanditaire. Il a déjà manqué une course, et il faut vite qu'il reprenne le volant s'il ne veut pas voir son avance fondre comme neige au soleil. Chris Harrison, le patron d'Écurie Canada, lui explique qu'il a besoin de 5 000 $, l'équivalent de 24 000 $ aujourd'hui, pour faire sa prochaine course à Halifax. Et Gilles ne les a pas. Il en parle partout autour de lui, mais sans réel succès. C'est que, pour un tel montant, dans un univers encore méconnu des Québécois, c'est pas évident. S'il s'agissait de hockey, ça aurait sûrement été une autre histoire, mais la course automobile était moins populaire. Finalement, c'est le journaliste Pierre Lecourt, qui travaillait pour le Journal de Montréal, qui a fait jouer ses relations pour prendre contact avec la personne qui va changer la vie de Gilles. C'était un homme d'affaires montréalais qui avait une très bonne réputation dans son milieu, mais qui ne connaissait pas la course automobile. Cet homme, c'était Gaston Parent. Sur papier, on se dit qu'il y a assez peu de chances pour qu'un homme d'affaires fasse un chèque de 5 000 $ à un jeune pilote qu'il ne connaît même pas. Surtout s'il ne s'intéresse pas vraiment à la course automobile. C'est pourtant ce qui va se passer. Dans plusieurs entrevues, Gaston Parent a expliqué qu'il a été séduit par la franchise de Gilles, mais aussi par son charisme et son envie de réussir. Et contre toute attente, il accepte de payer 5 000 $ pour que Gilles puisse courir à Halifax. Gilles lui demande logiquement ce qu'il souhaite mettre comme commandite sur la voiture. Mais comme il n'a rien à vendre au grand public, Gaston Parent demande à Gilles de peindre une fleur de lys, le symbole du Québec. Et si vous cherchez des photos de Gilles à Halifax en 76, vous pourrez voir une voiture peinte aux couleurs du Québec, toute blanche, avec une fleur de lys bleue sur le capot et l'aileron arrière. Gilles peut donc participer à la course, et il gagne encore. On peut imaginer l'impact d'un tel spectacle pour les Québécois et le reste du Canada. Un bolide aux couleurs du Québec qui domine la course à quelques mois de l'élection du Parti québécois de René Lévesque, qui prend alors le pouvoir pour la première fois. Une fois revenu à Montréal,
Gilles retourne voir Gaston Parent et lui dit que grâce à la prime du vainqueur, il peut lui rembourser ses 5 000 $. Et encore une fois, contre toute attente, Gaston Parent refuse. Il lui dit « Rembourse tes dettes avec cette somme, je trouverai bien un moyen de récupérer mon argent. » Si un scénariste avait écrit ça pour un film, tout le monde dirait que c'est impossible. C'est pourtant bien comme ça que ça s'est passé. C'est de cette manière complètement folle que Gaston Parent est devenu l'agent de Gilles. Il veillera sur ses intérêts jusqu'à son accident mortel en 1982. Sa saison est relancée et Gilles peut se présenter à la course qui va changer sa carrière. Le Grand Prix de Trois-Rivières 1976. Une course très spéciale, la plus importante de l'année pour un jeune pilote canadien, comme me l'a expliqué le journaliste Jean-Louis Moncey. Yes. Oui, monsieur Moncey ? Oui. Oui, bonjour, Julien Mado à l'appareil. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien, oui. C'est parfait. Bien sûr. Pour moi, c'est très spécial de faire une entrevue avec lui, parce que c'est un monument français de la course automobile. C'est d'ailleurs une des voix que j'entendais le dimanche quand je regardais les Grands Prix sur la chaîne de télévision française TF1. Il avait aussi couru une course assez célèbre au Canada, qui était le Grand Prix de Trois-Rivières. Et là, ce Grand Prix-là invitait chaque année de très bons pilotes de F1. Alors, je vais vous parler de Jacques Lafitte, Patrick Depailler, je vais vous parler également de James Hunt, qui courait là-bas. Et c'est à cette occasion-là que les pilotes de Formule 1 ont découvert ce Gilles Villeneuve. On voyait que c'était quelqu'un qui avait le pilotage dans le sang. Mais les pilotes de F1 dont je vous parle, qui étaient à Trois-Rivières, ignoraient totalement, à mon avis, qu'ils venaient de ce qu'on appelle le skidoo ou du motoneige. Et ça, c'était tout à fait méconnu. Ça, on l'a su. À Trois-Rivières, en 1976, il y a donc plusieurs pilotes de Formule 1 inscrits, notamment James Hunt. Cette année-là, Hunt se bat contre Niki Lauda et remporte finalement le championnat du monde de Formule 1. C'est cette bataille-là qu'on retrouve dans le film Rush, sorti il y a quelques années. Donc quand il arrive à Trois-Rivières, Gilles doit se battre contre un des meilleurs pilotes du monde. Et en plus, ils sont tous les deux dans la même équipe. C'est Écurie Canada qui accueille James Hunt pour la course. Pour Gilles, c'est la chance de sa vie. Il pilote la même voiture que James Hunt dans la même équipe. S'il le bat, ça pourrait lui ouvrir les portes de la Formule 1. Dès les essais, Gilles ne se laisse pas impressionner et prend la première place sur la grille de départ. Mais le plus dur reste à faire. Il faut gagner la course. Gilles, fidèle à lui-même, impressionne tout le monde. Pour certains journalistes européens présents sur place, c'est une surprise totale. Jean-Pierre Saint-Jacques, que vous avez pu entendre dans l'épisode 3, était présent à Trois-Rivières ce jour-là. Et voici ce qu'il a entendu. Les Français, là, ils se font planter par Villeneuve. C'est qui, ça, Villeneuve? Ce petit Québécois-là, là, c'est quoi, là? On riait, nous autres, là, parce qu'on était tout près. C'est pas n'importe qui, là, c'est des gars de F1 là, qui roulent en avant, là, puis... Mais c'est qui, le petit Québécois, là? Je me souviens de ça toute ma vie, là. Gilles domine toute la course, qu'il gagne devant 3 pilotes de Formule 1. Alan Jones, James Hunt et Vittorio Brambilla. On pourrait penser que James Hunt a été vexé de se faire battre par un jeune Québécois totalement inconnu, et qui va plus jamais parler de cette course pas très glorieuse pour lui. Eh ben détrompez-vous, parce qu'il va faire exactement l'inverse. De retour en Angleterre, il va dire à ses patrons chez McLaren qu'il y a un petit gars au Canada qui s'appelle Gilles Villeneuve, qu'il est très doué, et qu'il devrait lui donner sa chance. Et James Hunt va être entendu par son équipe. Quelques mois plus tard, Gilles Villeneuve se trouve sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone. Enfin, il a sa chance en Formule 1. Bonjour, ici Frédéric Mercier. Salut, ici Germain Goyer. On est les animateurs de Podcast de char, un balado sur Cube Radio qui est dédié à quoi déjà, Germain? Au char, à l'automobile, aux voitures. Mais attention, C'est pas plate.
C'est pas plate, puis même si vous aimez pas les chars, j'ai le goût de vous dire, écoutez-nous, je pense que vous allez aimer ça. Des fois, on est un peu drôle aussi. Ouais, ma mère, elle m'a dit ça l'autre fois. Moi aussi. Ah ouais, ta mère, elle t'a dit ça toi aussi? Non, la tienne. Écoutez-nous sur cube.ca et toutes les autres plateformes de balado. Le plus bel espoir canadien en course automobile devait faire une entrée remarquée et remarquable en Formule 1. En effet, le samedi 16 juillet 1977, Gilles Villeneuve participait à son premier Grand Prix derrière le volant d'une McLaren. Ses coéquipiers ont pour nom Jochen Mass et James Hunt, le vainqueur éventuel et ancien champion du monde des conducteurs. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, les équipes pouvaient engager plus que 2 voitures. C'est ce que fait McLaren en inscrivant une 3e voiture pour Gilles. Les 2 pilotes titulaires ont la nouvelle voiture, alors que Gilles conduit la voiture de 76. Et contrairement à ses coéquipiers, il ne disposera pas des pneus de qualification les plus performants. Aux premiers essais, il se fait remarquer en faisant plusieurs têtes à queue. C'est ce qui arrive quand l'arrière de la voiture dérape et veut passer devant. En bon québécois, on appelle ça spinner, ou faire un spin. Les jeunes pilotes qui débutent en F1 essaient d'éviter ça, parce que ça fait pas très bonne impression. Mais pas Gilles, qui en fait plusieurs. Et il ne les fait pas à cause d'un manque de contrôle, il le fait exprès. Il cherche les limites de la voiture pour comprendre jusqu'où il peut aller, parce que c'est la première fois qu'il pilote une Formule 1. C'est une manière de faire assez originale, mais ça marche. À la fin des qualifications, il est 9e sur la grille de départ, derrière James Hunt, mais devant son équipier Jochen Mass. C'est déjà une performance remarquable pour un débutant. Et le lendemain, il prend le départ de sa première course en Formule 1. Nous sommes à Silverstone, en Grande-Bretagne. Villeneuve démontre talent et détermination. Il est 7e lorsqu'un arrêt au puits de ravitaillement lui fait perdre 2 tours. Il revient en piste et décroche la 11e place. À la fin de l'épreuve, seuls Hunt, Watson, Nilsson et Scheckter ont présenté des temps supérieurs aux siens. Vite devenu la coqueluche des gens du milieu, on le consacre athlète de la journée et les journaux britanniques lui accordent une publicité élogieuse. Le Times de Londres souligne le brio de cette recrue et souhaite qu'il devienne un membre régulier du circuit. Le Daily Telegraph affirme qu'il méritait bien le titre de meilleur conducteur de la journée. Gilles a marqué les esprits pour son premier Grand Prix de Formule 1 et plusieurs équipes s'intéressent à lui. McLaren, bien sûr, et d'autres écuries. Mais rien n'avance vraiment à l'été 77. Gilles fait des piges dans plusieurs championnats différents. En monoplace en Afrique du Sud, dans le championnat américain de Can-Am, et il s'engage pour une 4e saison en Formule Atlantique. Il fait alors équipe avec Richard Spenard chez Écurie Canada, un pilote éclectique qui est également devenu instructeur par la suite. Pour l'anecdote, un de ses élèves sera un certain Jacques Villeneuve. Oui, le fils de Gilles. Mais si on revient à l'année 77, Gilles remporte finalement une 2e fois le championnat en Formule Atlantique, mais plus difficilement qu'en 76. Selon Richard Spenard, Gilles avait déjà la F1 en tête, et il a aussi dû batailler contre un nouvel adversaire très rapide. Oui, Gilles était le plus rapide avec Keke Rosberg, qui est devenu champion du monde d'ailleurs. Puis Keke, honnêtement, il n'était pas aussi bien équipé que Gilles. Il y avait une voiture qui n'était pas aussi rapide que Gilles à ce moment-là. Mais Gilles était dominant, mais la compétition se faisait entre lui et Keke Rosberg toute l'année. Mais il était déjà spectaculaire, il était déjà hyper rapide. C'était écrit dans le ciel qu'il était pour faire de la F1, on ne savait pas avec qui, mais puis quand. Mais en 76, il avait gagné 9 courses sur 10 ou à peu près. En 77, il y avait quand même des tracas, là, il y avait des soucis. Il n'y avait pas une saison comme il y avait eu en 76. Il y avait même eu des accidents à quelques reprises. Et moi, je conduisais finalement son mulet. Alors, si Gilles accidentait, ou c'est arrivé 2 fois sur 7, il a dû prendre ma voiture, puis moi, je me suis retrouvé sans auto pour une partie de la fin de semaine. Je peux pas dire que j'avais une relation super proche avec Gilles, mais j'avais une relation plus serrée avec ses enfants et sa femme, parce que lui, souvent, pendant la semaine, il devait partir pour aller courir ailleurs, soit en Can-Am ou faire des essais en F1. Et puis, à quelques reprises, je me suis mis à conduire son véhicule motorisé avec ses 2 enfants et Joanne.
Et pendant ce temps, Gilles discute avec une écurie de F1 et pas n'importe laquelle, la Scuderia Ferrari. À ce moment-là, les relations sont tendues entre Enzo Ferrari et Niki Lauda, son pilote vedette. Lauda va quitter Ferrari à la fin de l'année 77 et l'équipe cherche un nouveau pilote. Les discussions finissent par aboutir et Gilles est engagé par Ferrari. Ferrari! Quand il apprend qu'il va piloter pour Ferrari, Gilles est à Berthierville et annonce la nouvelle à son ami d'enfance Daniel Hood, que vous avez pu entendre dans les 2 premiers épisodes. Quand il a eu son chèque de Ferrari, moi j'étais en train de dîner à la brasserie à Berthier, puis il est arrivé, il n'a même pas rentré, parce qu'il y avait plein de monde tout le temps. Il y a quelqu'un qui rentre, que je connais à peine, dit, je pense que Gilles veut te voir. Je suis sorti dehors, t'allais le voir encore. Je savais qu'il était pour avoir ça signé ou pas avec Ferrari, il y avait un chèque, là. Écoute, il capotait, là. Il y a eu un chèque, là. On peut parler de 6 chiffres ou quasi, là. Il était fou comme un balai. Il nous a dit ça là, puis il est parti après pour aller faire des essais, puis là, ça a parti là. Gilles donne plusieurs entrevues. Et même au Québec, on se demande pourquoi c'est lui qui a été choisi et pas un pilote italien. Un jeune conducteur de langue française du Québec, Gilles Villeneuve, au détriment, disons, d'un jeune comme Bruno Giacomelli, qui est un Italien, lui. Les raisons, je ne sais pas. Je pense que c'est après ma saison 76, la saison de cette année que je viens de connaître. Surtout, je pense, à cause de ma performance à Silverstone. Je pense que c'est vraiment le moment où Ferrari a commencé à penser à moi. Niki Lauda, qui vient de remporter le championnat mondial, même s'il n'a pas fini premier alors que James Hunt a remporté la victoire à Watkins Glen, a bien dit qu'il ne verrait pas 3 voitures Ferrari en piste à Mosport. Et on sait très bien que déjà Enzo Ferrari et son équipe ont annoncé que tu courrais Mosport. Est-ce que ça veut dire que peut-être que c'est M. Lauda qui ne courrait pas? J'ai aucune idée là-dessus. Tout ce que je sais, moi, c'est que quand j'étais à Maranello la semaine dernière, on m'a dit que je courrais à Mosport. Et puis même que probablement je pourrais faire le testing il y a mercredi. Alors, ce qui va se passer, eh bien, c'est une histoire à suivre. Comme McLaren l'a fait pour la première course de Gilles, Ferrari voulait engager une 3e voiture au Grand Prix du Canada 77. Mais finalement, ça n'arrivera pas parce que Niki Lauda claque la porte de Ferrari 2 courses avant la fin de l'année. Il est fâché avec Enzo Ferrari, et puisqu'il est déjà champion du monde pour la 2e fois, il n'a pas besoin de courir les 2 derniers Grands Prix. C'est donc Gilles qui va courir à sa place. Si on se remet dans le contexte de l'époque, les observateurs de la Formule 1 voient arriver un jeune pilote québécois qui a fait une belle course en Formule 1, mais une seule, celle de Silverstone. Et il n'arrive pas n'importe où, il est engagé par l'écurie Ferrari, à la place d'un pilote qui vient de gagner le titre mondial. Je me suis demandé si ça avait eu l'effet d'une bombe quand ça a été annoncé à l'époque. Alors j'ai posé la question au journaliste Jean-Louis Moncet, qui a travaillé en presse écrite, à la télé, à la radio, et surtout, qui était présent sur le terrain. Alors ça aurait pu faire l'effet d'une bombe si ce n'avait pas été Enzo Ferrari qui l'avait engagé. Mais il faut dire que Enzo Ferrari, c'était un monde à lui tout seul. Et l'engagement de Gilles après un Grand Prix chez McLaren en 77 a été une immense surprise. Mais on ne pouvait pas contester, en tout cas pas nous, en France, et en Italie non plus d'ailleurs, le choix d'Enzo Ferrari. Enzo Ferrari avait toujours su juger les pilotes, ne s'était rarement trompé dans toute son histoire, qui était quand même assez géante, et je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il se serait trompé à propos de Gilles. Donc, vous dire que ça a été une bombe, oui, c'est vrai, mais elle a tout de suite été éteinte parce que le fait que Enzo Ferrari l'ait choisi, ça disait pour nous beaucoup de choses. Il avait vu chez Villeneuve, il avait regardé son pilotage, il avait vu ses Grands Prix, il avait vu quelque chose chez Villeneuve qui le forçait à le prendre avec lui. Et pourquoi pas, après tout, vous savez, l'entente entre Enzo Ferrari et Niki Lauda était assez difficile, même à l'époque où vous le s'entendez bien. Niki Lauda était quelqu'un d'extrêmement, comment je dirais, arithmétique, sérieux, calculateur. On le surnommait l'ordinateur, et c'était pas pour rien, Niki Lauda. Très, très, très cartésien. Gilles offrait une perspective de ce que Monsieur Ferrari appréciait énormément chez les pilotes, c'était l'aspect garibaldien, c'est-à-dire le pilote qui attaque sans réserve. Voilà, parce que pour Enzo Ferrari, attaquer sans réserve, ça voulait dire que on allait jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire avec une voiture et que c'est comme ça qu'on gagnait. Gilles va donc participer aux 2 dernières courses de l'année 77 avec Ferrari. Pour la première, ce sera à domicile pour le Grand Prix du Canada,
qui se déroulait alors en Ontario. Piste de Mosport, près de Toronto, site du Grand Prix du Canada. Seuls les grands noms internationaux de la course automobile y prendront part. Un nouveau venu à son deuxième départ en Formule 1, Gilles Villeneuve portera fièrement les couleurs de la firme la plus prestigieuse au monde, Ferrari. Gilles Villeneuve occupe la voiture numéro 21. Il forme équipe avec Carlos Reutemann. Niki Lauda, on le sait, déjà assuré du championnat, s'est désisté. Faut se rappeler ici que Gilles vient de prendre la place du pilote champion du monde qui a quitté Ferrari avant la fin de saison. Avec toute cette pression, c'est pas le meilleur contexte pour courser à domicile. Des spectateurs encouragent Villeneuve, qui occupe en ce moment le 8e rang devant Patrick Tambay. Mais avec moins du tiers de l'épreuve à compléter, le Berthollet dérape et ne peut aller plus loin à cause d'un bris de transmission. C'est fini pour lui, le Grand Prix du Canada à Mosport. Après le Canada, Gilles participe à la dernière course de la saison 77 au Japon. Une course où il va se faire remarquer, mais pas comme il l'aurait voulu. Il est en bagarre avec le pilote Ronnie Peterson, les deux voitures se touchent et la Ferrari de Gilles décolle dans les airs. Les photos d'époque montrent à quel point la voiture est montée haut et la violence de l'accident. La nouvelle fait le tour du monde et après cette course, la presse italienne surnommera Gilles l'Aviatore, l'aviateur en français. Tu as vécu également une tragédie au Grand Prix du Japon. Une tragédie qui, je pense, puisque je pense également te connaître très bien, va plutôt te servir pour mieux réussir dans l'avenir. Mais au moment où tu as connu cet accident au Japon avec Ronnie Peterson, au moment où ta voiture est montée sur la sienne, puis là tu t'es vu partir vers le décor, partir vers ces personnes, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? J'ai pensé à une fraction de seconde parce que ça se fait tellement rapidement. Premièrement, lorsque j'ai vu la voiture s'envoler, eh bien, j'ai simplement constaté que j'allais avoir un accident. Et puis, mais lorsque la voiture a tout d'abord touché terre, eh bien là, j'ai bien pensé que j'étais assez près de ma dernière heure quand même. Jamais je me pense indestructible de façon en automobile pour ce qui est de ma vie. Mais j'ai vraiment pas pensé que j'étais pour être vraiment amoché en sortant de la voiture. Et puis c'est tout un crédit à Ferrari d'avoir une voiture aussi solide parce qu'après avoir subi autant d'impacts et d'impacts aussi durs que j'en sois sorti en marchant, c'est incroyable. Puis là, au moment où la voiture est retombée, là, parmi les spectateurs, on sait le résultat, à ce moment-là, tu as tenté de sortir de celle-ci. Qu'est-ce que tu as pensé en quittant la voiture? Bien, je suis sorti de la voiture et puis je suis immédiatement marché vers les puits. J'ai bien vu. J'ai remarqué à ce moment-là qu'il semblait avoir des gens de blessés. J'ai juste remarqué, je n'ai pas insisté à regarder, je ne veux absolument pas regarder, je ne veux pas avoir plus de contact que ça avec ça. Disons, je constate la dure réalité, bien entendu, et puis ça me peine beaucoup. Mais de là à voir sur place, je ne peux pas me le permettre. Alors je me suis en allé vers les puits. D'ailleurs, à ce moment-là, je ne pensais qu'il n'y avait que quelques blessés, peut-être très mineurs. En réalité, 2 personnes ont été tuées et plusieurs spectateurs blessés. On sent bien dans cette entrevue que Gilles ne veut pas se laisser envahir par cet événement tragique. Il peut même sembler un peu distant. Mais on peut imaginer que pour des pilotes qui conduisent des voitures très dangereuses à 300 km/h, c'est important d'être tout le temps en contrôle de ses émotions. Pour Gilles, la fin de l'année 77 ne s'est pas passée comme il l'espérait. Mais à sa défense, il avait fait très peu d'essais avec la voiture et il est arrivé en fin de saison, un moment où tous ses concurrents avaient leur voiture bien en main. Malgré ce drame, Gilles regarde en avant et se prépare mentalement pour la saison 78, sa première année complète en Formule 1. Et ça ne sera pas facile, comme vous vous en doutez. Gilles vient d'entrer dans la cour des grands et l'adaptation devra être rapide. Très rapide. Et les freins de Gilles étaient en feu complet, ça fumait sur les 4 roues. Et Gilles le regarde avec sa candeur qu'on lui connaît, et il le regarde et dit « Je comprends pas, j'ai à peine commencé de freiner ». Et alors Forghieri, les bras au ciel, en train de crier « Siamo fortunati, siamo fortunati ». Voilà, c'était le premier contact de Gilles avec nos pneumatiques et avec la Ferrari.
Normalement, quand on dit siamo fortunati en italien, ça veut dire nous sommes chanceux. Mais là, ça voulait plutôt dire on n'est pas sorti du bois. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. Dans cet épisode, vous avez pu entendre des archives originales de TVA, dont le légendaire Jacques Duval, qu'on salue. J'aimerais aussi remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario, et bien sûr, toute l'équipe du Guide de l'Auto et de Cube Radio.